Bonjour, bienvenue chez Canal Dog. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire, qui est éducatrice et comportementaliste canin. Bonjour Claire. Bonjour Audrey, merci beaucoup pour ton invitation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Moi c'est Claire Gerbou, je suis la fondatrice de La Niche Aventure, donc je suis éducatrice comportementaliste canin. Moi je me spécialise dans l'accueil du chiot, donc tout ce qui va être en amont de l'adoption et puis une fois que le chiot arrive. Je traite aussi d'autres problèmes comportementaux et de modifications comportementales, mais principalement sur l'éducation du chiot. Et puis je suis l'autrice d'un podcast qui s'appelle La Niche Aventure, du même nom, sur lequel on parle de tout le vaste sujet du monde du chien. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quand commencer l'éducation d'un chiot et s'il y a des avantages à une socialisation précoce? Est-ce qu'il faut garder le chien chez soi, bien à l'abri pendant les premiers mois, ou est-ce qu'il faut l'emmener explorer le monde? Ouais, alors c'est un vaste sujet. Pour moi, effectivement, ça peut être hyper intéressant de commencer le plus tôt possible. Je parlais un peu de la période pré-adoption, même avant que le chien soit là. Je trouve que c'est hyper intéressant de se faire accompagner vraiment dès le tout départ, avant même que le chien arrive, parce que c'est là qu'on peut collecter un maximum de bonnes informations, éviter de s'informer trop non plus à droite à gauche parce que c'est très vite fait et on s'y perd un petit peu. Donc je dirais que de se faire accompagner le plus tôt possible, ça peut vraiment permettre de bien vivre cette période en fait finalement que de l'arrivée d'un chiot qui n'est pas forcément évidente. Et après au niveau du chien ou du chiot et de la socialisation, tu m'en parlais, faut savoir que la période de socialisation, en gros, elle se finit à peu près aux 4 mois du chiot. Donc, on voit que c'est une fenêtre, on va dire. Il n'y a pas d'ouverture-fermeture, mais c'est bien de pouvoir faire un maximum de choses et un maximum de choses positives, surtout bien menées dans ces 4 mois. Généralement, le chiot arrive à 2 mois. Ça se finit à 4 mois, donc vous voyez que la fenêtre, elle est assez courte en fait finalement, sur laquelle on peut vraiment intervenir correctement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire après, on peut vraiment accompagner un chiot, peu importe son âge et peu importe les périodes de sa vie. Mais c'est vrai que pour bien démarrer avec un chiot, le mieux c'est de commencer le plus tôt possible. Donc moi généralement, pour tous les clients que j'accompagne qui sortent tout juste d'élevage, je les récupère 1 semaine, 2 semaines après leur arrivée. Et c'est là qu'on commence à mettre en place un maximum de choses pour ce qui est de la socialisation, donc tout ce qui touche à l'extérieur, mais aussi de tout ce qui va être le repos à la maison, la solitude, le lien avec les humains, etc. D'accord. Donc tu apprends aux maîtres à mieux comprendre leur chien. C'est ça, dès le départ. Ça évite un maximum de quiproquos. Ouais, parce qu'en fait, on n'a pas le mode d'emploi au début. Exactement. Parfait. Est-ce que par la suite, tu peux aider à résoudre les problèmes liés à des traumatismes? C'est-à-dire, par exemple, un chiot qui a une mauvaise expérience avec un autre chien peut être choqué, en fait, et derrière montrer des réticences à rencontrer des congénères. Est-ce que c'est des problèmes qu'on arrive à régler? Est-ce que tout est foutu et ça y est, le chien pourra plus jamais rencontrer d'autres chiens? Comment est-ce qu'on fait? Bien sûr, ça se prend en charge, ça s'accompagne. Alors moi, je ne suis pas spécifiquement spécialisée sur le sujet, mais par contre, je peux intervenir aussi dans les cas comme ça qui me semblent abordables. Sinon, je renvoie vers des collègues avec grand plaisir. Mais en tout cas, bien sûr, ça s'accompagne. Faut l'accompagner. Un chien qui est traumatisé, c'est un chien qui aura peur face à une situation et qui peut en plus se généraliser. Donc, c'est hyper important de pouvoir le prendre en charge, j'ai envie de dire le plus tôt possible, mais même si ce n'est pas le plus tôt possible, le tout, c'est de le prendre en charge à un moment donné pour l'accompagner. Pour moi, l'enjeu, c'est surtout de comprendre ce que le chien vit, comment est-ce que ça s'exprime, etc. Souvent, il y a beaucoup je parlais de quiproquos et d'incompréhension vis-à-vis du comportement du chien, c'est un peu ça. On ne rentre pas dans la tête du chien, on ne pourra jamais savoir véritablement ce qu'il ressent, mais par contre, on peut analyser des comportements. Et nous, en tant que comportementalistes, avec les connaissances en éthologie qu'on peut avoir, en tirer un peu des hypothèses et l'accompagner en fonction. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler en désensibilisation de manière très progressive, très systématique, pour essayer de positiver un maximum de choses et vraiment transformer l'expérience négative en petit à petit une expérience neutre, puis la plus positive possible pour y aller en douceur, quoi. Oui, et puis souvent, il y a une petite maladresse, c'est-à-dire que souvent, on prête des comportements humains aux chiens, alors que les mécanismes ne sont pas les mêmes, les réactions ne sont pas les mêmes. Et par exemple, on dit « mon chien est jaloux », « mon chien… Exactement. C'est des choses un peu compliquées à faire comprendre.
Exactement, on peut mettre beaucoup d'étiquettes, c'est vrai, comme ça de prime abord. On peut aussi avoir beaucoup le réflexe, surtout quand on est sur des peurs, beaucoup le réflexe de il faut le confronter à la peur pour qu'il avance là-dedans, alors que finalement des fois c'est un peu la plus mauvaise chose à faire parce que ça n'accompagne pas du tout le chien et ça l'aide pas du tout. Donc voilà, c'est vrai que pour tout ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant de pouvoir se faire accompagner. Déjà parce que souvent si notre chien a peur, nous on finit par avoir peur de la même chose en tant qu'humain parce que on croise les mêmes choses dans la rue, dans notre quotidien, etc. etc. Donc voilà, c'est hyper important de se faire accompagner à la fois sur le plan canin et sur le plan humain pour traiter des problématiques de peur. Ouais, ça s'accompagne vraiment bien. Comment est-ce que tu conseilles aux propriétaires en fait de maintenir la cohérence dans l'éducation par rapport à ce que tu travailles avec eux sur le terrain et puis entre deux séances en fait, comment maintenir tout ça? C'est-à-dire comment toi tu fais une séance par exemple pour la marche en laisse avec un chiot. Les gens te revoient par exemple 2 semaines après. Pendant ces 2 semaines, quel va être leur travail? Oui. Ok, alors moi du coup dans ma pédagogie, j'essaie toujours déjà de faire en sorte que c'est l'humain qui soit acteur et qui fasse l'exercice en premier. J'essaie toujours de faire en sorte que voilà, moi je suis là pour apprendre à l'humain à apprendre à son chien. C'est hyper important de le préciser. J'essaie toujours de faire en sorte que, alors moi pour parler vraiment de mes suivis, j'essaie toujours de faire en sorte qu'il y ait justement un suivi entre les séances aussi. Donc voilà, on reste en contact. C'est vraiment un suivi sur plusieurs mois qu'on passe ensemble et sur lesquels voilà, on s'accompagne, on se coach, etc. On coach en tout cas. Et donc voilà, je donne généralement des petits exercices très très pratiques, pas forcément des exercices, voilà, des séances d'entraînement à refaire, mais plutôt incorporés dans le quotidien, c'est important. Je sais très bien que les gens de prime abord, ils ne font pas de séances d'éducation pendant 15 minutes tous les jours. Par contre, ils vivent le quotidien avec leur chien et là, j'essaye de les inviter à voilà, repérer des petites choses qui se passent dans telle et telle situation, faire peut-être des collectes de données parfois. Enfin, voilà, j'essaie de faire en sorte que ça soit le plus fluide possible dans leur quotidien et intégré. Et après, globalement, pour garder de la cohérence tout au long de l'éducation du chien, moi, j'aime bien l'idée de tableau final, en fait, d'inviter les gens à toujours se poser la question de « Ok, mon chien, dans 2 ans, je voudrais que dans telle situation, il fasse ça. » Et donc, essayer de faire en sorte qu'il se place déjà dans ce tableau final, en fait, dans ce contexte-là. Avoir un objectif en tête, ça aide aussi à pouvoir décomposer les petites étapes pour arriver à cet objectif. C'est un peu ça que j'essaie d'apprendre à mes clients. Et généralement, ça les aide à... Plutôt que d'avoir des objectifs complètement inatteignables ou des objectifs complètement préconstruits et pas du tout réfléchis, de se poser la question de ce qu'ils attendent de la relation avec leur chien, de ce qu'ils voudraient faire, de ce qu'ils voudraient que leur chien fasse et construire en fonction de ça. Mais c'est vrai que ce que tu as dit, comme quoi tu éduquais les maîtres à apprendre des choses à leurs chiens, Ouais. C'est vrai que toutes les actions des chiens sont dues à une réaction par rapport à leur humain ou par rapport à l'environnement général. Un chien n'agit pas de façon gratuite. C'est toujours une réaction à quelque chose. Exactement. Exactement. Et c'est vrai que ma philosophie, c'est plutôt de pas trop intervenir sur le chien directement parce que c'est pas moi qui vis avec le chien, en fait, tout simplement. Et effectivement, moi, j'ai l'habitude, voilà, je manie du chien de la longe tous les jours, à longueur de journée. Donc évidemment que si je prends l'âge du chien, il risque de marcher au pied, là où avec son humain, il risque de pas forcément très bien réussir. Donc moi, mon objectif, c'est que ça fonctionne avec son humain, plus que ça fonctionne avec moi finalement, parce que je sais que le chien en est capable, simplement. C'est comment est-ce que j'aide l'humain à se positionner, à se placer, à interagir avec son chien, à communiquer avec lui pour que ça fonctionne. Oui, et puis là-dedans, il n'y a pas de relation de supériorité, d'infériorité, pas du tout. de meute, de machin, de... Hein, exactement, c'est juste une très belle cohérence entre tout le monde. C'est harmonieux, c'est fluide, c'est un membre de notre famille, on vit avec lui, des fois on dort avec lui. Il n'y a pas du tout à avoir de... C'est de la collaboration et de la confiance. Exactement. Alors, est-ce que tu fais une évaluation du chien lors du premier rendez-vous, enfin du chiot? Comment tu évalues ça? Comment tu le regardes? Quel est ton regard quand tu rencontres pour la première fois un chiot? Alors, parler d'évaluation, je ne pense pas que j'évalue les chiots parce que vraiment, ils sont tous individuels, ils sont tous uniques. Donc, il n'y a pas de trop ou de pas assez. Voilà, j'essaie de ne pas poser de qualificatifs, en tout cas sur ce qu'ils sont ou ce que j'en vois. Et puis, moi, je les vois 1h30 là, pendant le premier rendez-vous. 1h30 sur la vie d'un chien, c'est pas grand-chose. Donc voilà, donc je peux me centrer sur ce que je vois, mais surtout, je me centre sur ce que les humains me disent de leurs chiens. C'est eux qui les connaissent, c'est eux qui vivent avec eux. Donc voilà, j'essaie vraiment de me baser là-dessus. Moi, je fais aussi beaucoup de suivi à distance, en fait. Ça peut paraître des fois assez bizarre pour les chiots aussi, mais pour autant, ça marche très très bien parce que justement, ça permet de mettre l'humain dans une posture d'analyse de son chien. Donc je transmets un peu ce rôle-là d'analyse finalement à l'humain et ça lui donne aussi des clés pour
toute la vie du chien quand je ne serai plus là à ses côtés. Donc voilà, donc je ne suis pas sûre de parler vraiment d'évaluation. Après, évidemment, sur des problématiques de modification comportementale, de peur, de traumatisme, d'agressivité, etc. Enfin, entre guillemets, effectivement, on peut évaluer le comportement, l'intensité du comportement, etc. Et on peut mettre des choses un peu sous indicateur pour voir comment ça évolue. Mais voilà, moi, je me centre vraiment plutôt sur la relation qu'il y a entre l'humain et le chien. Pour moi, c'est 50-50 du boulot, l'humain et le chien. Je ne me centre pas du tout que sur le chien ni que sur l'humain. Donc, moi, mon objectif quand j'arrive à un bilan ou que j'arrive à un premier rendez-vous chez les clients, c'est vraiment de voir comment est-ce que ça fonctionne entre les deux en fait. Comment l'humain se sent avec son chien. Est-ce qu'ils sont très stressés? Est-ce que ça va? Est-ce que au contraire c'est son enfant, c'est son bébé, etc., etc. Ça me donne beaucoup d'informations sur comment est-ce que je vais tourner mon accompagnement. Et puis je vais aussi beaucoup me centrer sur le chien, comment est-ce qu'il interagit, est-ce qu'il regarde son humain, est-ce qu'il vient chercher des caresses peut-être ou pas du tout, est-ce qu'il est posé, est-ce qu'il est plutôt stressé, excité, etc., etc. Quand tu vois un comportement indésirable chez un chiot, Ouais. un comportement destructeur, etc., comment tu corriges? Alors, moi, je ne parle pas vraiment de correction. Ce qui est important pour moi, c'est surtout de comprendre la fonction du comportement. Pourquoi est-ce que le comportement il apparaît là, dans ces circonstances-là? Je cherche d'abord à comprendre avant d'amener la moindre interaction dessus, en fait. Et souvent, chez les chiots, et souvent chez les chiens, en fait, de manière générale, tout comportement qui apparaît, ça répond à une fonction, ça répond à un besoin qu'il a. Donc, l'idée, c'est plutôt de se centrer sur les besoins du chien de manière très générale et de manière très spécifique, centré sur l'individu. Donc, bien connaître le chien de manière générale, bien connaître la race de laquelle on parle ou du type de chien, les patrons moteurs qui sont associés à cette race, et puis de connaître ce chien en fait tout simplement parce qu'au sein d'une même race, on peut avoir des chiens complètement différents qui vont pas du tout avoir les mêmes motivations, les mêmes envies, etc., etc. Et déjà en fait en prenant connaissance de notre chien, on peut mieux répondre aux besoins et donc s'éviter un maximum de comportements qu'on peut juger indésirables ou qui ne sont pas forcément C'est ce qu'on très... disait, un chien ne va pas détruire gratuitement, c'est souvent Exactement. parce qu'il manque de quelque chose. Exactement, il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de jalousie là-dedans, il ne faut pas y chercher des traits humains, tout ça. Généralement, c'est des trucs beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus primaires, qui correspondent beaucoup plus à des états de mal-être ou de stress en fait, qu'on ne perçoit pas parce qu'on se dit il a tout ce qu'il veut, il a tout ce dont il a besoin, c'est tout, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Alors que finalement, généralement, on se rend compte que c'est peut-être tout simplement le fait qu'un chien n'est pas hyper à l'aise quand il est tout seul à la maison et donc il va détruire à ce moment-là parce qu'il va chercher à s'apaiser en fait, tout simplement. Et donc mâcher, c'est un comportement qui peut apaiser. Et donc, typiquement, le chien rester la journée sur le canapé à regarder Netflix, peut-être que c'est pas ce dont il a besoin. Exactement. Il peut le faire, mais dans une moindre mesure. Exactement. Et donc toi, tu t'adaptes à chaque chien. Comment ça se passe? T'as pas une méthode fixe? J'ai pas une méthode fixe et en même temps, je ne peux pas dire que je n'ai pas de méthode du tout. Moi, je vois plutôt mon métier comme une énorme boîte à outils. Je prends beaucoup de choses. J'essaye d'être la plus pédagogique à chaque fois avec les outils et les jeux que j'utilise. Moi, je fonctionne beaucoup avec des petits jeux. Je trouve ça assez sympa. Donc j'ai une grosse boîte à outils. J'essaie de faire en sorte que pour chaque problématique qui s'offre à moi, qui apparaît devant moi, avoir plusieurs solutions qui me viennent en tête et piocher en fonction de ce qui me paraît le plus adapté pour chaque chien. Donc ça ne veut pas dire que je m'adapte, je regarde que chaque chien et que je ne vais pas transposer différentes méthodes, différents jeux à plusieurs chiens, mais ça ne veut pas dire non plus que j'ai une seule méthode que je calque sur tous les chiens. Voilà, j'essaie de faire un mix des deux parce que j'essaie toujours de me baser sur quelle situation est-ce que j'ai devant moi et qu'est-ce qui est pertinent de mettre en place et qu'est-ce que l'humain est capable de mettre en place aussi dans son quotidien. En fait, si j'ai compris, si ta méthode unique pour tous les chiens, c'est surtout de l'observation et de l'adaptation. Oui, c'est ça, et de la compréhension. Et après, tu mets en place des choses en fonction du chien, mais toujours, tu as une période d'observation et d'adaptation à l'individu. Exactement. C'est beaucoup d'analyse, ce métier-là. Super. Et voilà. Je te remercie. Merci beaucoup, Audrey, pour cette invitation. C'était un plaisir. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Bienvenue chez Canal Dog.